Bonjour tout le monde. Je m'appelle Dominique Jutras, donc je suis invité par Véronique à animer ce deuxième panel. J'en suis bien honoré. C'est une contribution additionnelle au premier panel. En fait, ce que moi, me permettrait de vous dire, c'est que le rapport mondial de 2005 sur la Convention de 2005 est fort riche et intéressant. Et là, avec ce rapport et cette étude sur la coopération internationale avec les pays d'Afrique francophone vient ajouter une couche d'information et une couche assez pragmatique d'information sur le rapport qu'on vous a présenté tantôt. Donc, avant de passer la parole aux panélistes, j'invite Véronique à faire l'introduction de cette étude. Merci beaucoup, Dominique. Alors, oui, je me permets de prendre la parole en ce début de panel pour deux raisons. Tout d'abord, bien évidemment, je tiens à remercier le gouvernement du Québec pour le soutien financier offert pour la réalisation de cette étude, et tout particulièrement le ministère de la Culture et des Communications du Québec, et ainsi que le ministère des Relations internationales et de la francophonie. Ensuite, je voudrais vous donner quelques informations sur le contexte de cette étude et aussi sur l'équipe de chercheurs qui a contribué à sa réalisation. Alors, depuis 2012, vous l'avez perçu, je pense, aujourd'hui, les enjeux du numérique figurent à l'agenda des travaux des organes de la Convention de 2005, et donc le panel qui a précédé portait justement spécifiquement sur ces questions, ce qui témoigne de l'importance qu'a pris ce sujet depuis 2012. Or, depuis quelques années, la question du numérique retient aussi l'attention de tous les acteurs des milieux culturels québécois et canadiens. Et compte tenu de l'importance de ces enjeux, précisément, le gouvernement du Québec a lancé en septembre 2014 son plan culturel numérique qui couvre une période de 7 ans et qui prévoit une série de mesures concrètes visant à aider les milieux culturels à investir le monde du numérique. Plus de 100 mesures, je pense qu'on est à 120, là je parle sous l'autorité des gens du plan culturel numérique qui sont ici présents, 120 mesures à ce jour qui ont été annoncées par le ministère de la Culture et des Communications depuis 2014. Et parmi ces mesures, la mesure 75 visait la réalisation d'une étude sur les enjeux de coopération internationale en matière de développement culturel numérique avec des pays africains francophones. Alors, le mandat de réaliser cette étude a été confié à la chaire UNESCO sur la diversité des expressions culturelles, et c'est précisément donc cette étude qui fait l'objet de ce deuxième panel aujourd'hui. 3 objectifs spécifiques ont guidé la réalisation de ce mandat et je voudrais les mentionner. Premièrement, il s'agissait d'approfondir la réflexion sur les enjeux liés à la fracture numérique dans les pays africains francophones. Deuxièmement, nous devions faire ressortir des pratiques culturelles innovantes ayant fait l'objet dans l'environnement numérique de projets de coopération entre pays du Nord et du Sud ou entre pays du Sud. Et on a été vraiment estomaqués de voir à quel point ces projets ont été nombreux. Je pense qu'on ne s'attendait pas à trouver autant de projets, et notamment des projets extrêmement intéressants qui vous sont présentés donc dans l'étude. Et troisièmement, nous avions le mandat de proposer des priorités d'action en vue de dynamiser la coopération pour le développement en matière de culture dans l'environnement numérique, et donc en particulier la coopération entre le Québec et des pays de l'Afrique francophone. Notre mandat, justement, précisait que 5 pays devaient faire l'objet d'une attention particulière, soit le Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et le Bénin, c'est-à-dire 5 pays membres de l'Organisation internationale de la francophonie, partis à la Convention de 2005 et aussi situés dans des zones géographiques couvertes par le réseau des délégations du Québec en Afrique.
Avant de laisser la parole à mes collègues sur la scène qui ont participé à cette étude, je tiens aussi, deuxièmement, à dire quelques mots sur les personnes qui ont pris part à ce projet. 6 étudiants associés à la chaire ont d'abord réalisé, en fait, une grande partie du travail qui a été la cueillette d'informations, donc réaliser des recherches approfondies sur les pays visés par l'étude. Et la plupart sont ici présentes, ces personnes dans la salle, et je voudrais les nommer pour que vous puissiez les identifier. Je leur demanderai de se lever lorsque je les nommerai. Alors, il y a Mme Faten Chehidi, Faten, qui rédige actuellement son essai de maîtrise. M. Maxime Mariage, qui termine une 3e maîtrise, oui, combine journalisme, relations internationales et droit, puis qui vient d'obtenir un poste chez Avocats sans frontières, bravo. Marilyn Tétrault-Beaudoin, qui combine actuellement ses études de barreau avec la réalisation d'un mémoire de maîtrise sur la Convention de 2005, une belle relève. Et M. Yacoub Saminama, je l'ai vu tantôt, et là, je ne sais pas s'il est ici, peut-être qu'il a dû repartir. Je l'ai vu brièvement, donc il était avec nous. Une autre personne qui est maintenant rentrée en France, Mme Léna Bonneau, a également contribué. Puis enfin, Cosme Mekpo, étudiant au doctorat en droit international, spécialiste de l'investissement, a aussi fait partie de cette équipe de chercheurs et il est le rédacteur de la première partie. Il aura l'occasion de vous en faire une présentation dans quelques instants. Donc, je tiens aussi à souligner que les recherches réalisées par cette équipe d'étudiants ont été complétées par une 40aine d'entrevues avec des experts africains. Nous ne sommes pas allés en Afrique, mais grâce au numérique, nous avons eu l'occasion de faire de très belles entrevues. Et donc, avec des experts africains ou encore des experts provenant d'autres régions, mais détenant une connaissance poussée du contexte culturel africain. Donc, on a eu l'occasion de s'entretenir avec notamment des Belges, des Français, des personnes, des gens qui font partie de l'équipe de l'UNESCO, mais qui sont déployés à Dakar, aussi des Québécois. Et ces entrevues ont été absolument extraordinaires pour nous faire prendre vraiment conscience de la réalité du contexte culturel africain, mais aussi pour nous guider dans l'élaboration de nos recommandations que M. professeur Bernier et moi présenterons dans quelques instants. Alors, le travail j'ai eu le plaisir de diriger cette recherche conjointement avec Ivana, qui est ici avec moi à mes côtés, docteur en droit et directrice adjointe de ma chaire. Et le travail des présentations des pratiques innovantes a justement été réalisé par Ivana, mais aussi par Maxime, qui a fait énormément de recherches l'été dernier à ce sujet, et ce qui nous a permis vraiment de bonifier notre cueillette de données. Et bien que les recherches nous aient été, c'est-à-dire que tous les membres de l'équipe aient d'une certaine façon contribué à l'ensemble du travail, les recommandations ont été formulées par le professeur Bernier et moi en tenant compte de tout ce qui avait été fait, mais aussi, comme je l'ai dit, tout particulièrement des entrevues qui se sont déroulées l'année dernière. Alors, nous sommes vraiment très heureux d'avoir l'occasion de vous présenter aujourd'hui le résultat de ce travail qui n'a pas été facile parce que, comme je disais, on a pratiquement tout fait à partir de Québec et s'appuyer sur une recherche d'abord documentaire, mais en fouillant des sites Internet pas toujours actualisés, de l'information parfois partielle. On a connu de bons moments, mais aussi des moments de frustration. Alors, j'en profite pour féliciter toute l'équipe et vous remercier d'être présents. Et alors, on passe maintenant vraiment, proprement parler, à la phase de présentation de l'étude. Merci. Merci Véronique. Donc, le document est divisé en 3 parties et chacune des parties sera présentée par un des invités. Cosme Mekpo, à vous de nous présenter votre recherche. Merci. Alors, la première partie, savamment intitulée « Culture et numérique en Afrique, état des lieux ». Je crois que ça a été inspiré du contenu même de cette première partie.
je tiens à souligner que le travail de rédaction, à proprement parler, a été fait déjà par les autres collègues. Moi, j'ai fait un effort de synthèse pour le rendre tel que vous l'avez vu. Donc, s'il y a un mérite, ça revient surtout à ceux qui ont fait un travail d'arrière-plan et qui sont là présentement. Alors, sur la base d'un faisceau d'indices un faisceau, je ne sais pas combien c'est exactement, mais je me rappelle que c'était toute une liste de 6 pages d'indices, donc rigoureusement dégagés sur la base des exigences de la Convention. Nous sommes parvenus à un premier constat, c'est que, premièrement, concernant les États africains, il y a une tendance homogène qui se dégage, que ce soit au niveau de la mise en œuvre de la Convention, que de la pénétration de l'outil numérique dans la vie culturelle en Afrique, et que les données que nous avons rassemblées, pour la plupart, se caractérisent premièrement par l'amorce donc d'une expansion culturelle, d'une expansion du numérique dans le domaine culturel en Afrique. Il y a eu quelques efforts qu'on a pu constater d'adaptation du cadre juridique, mais des efforts qui restent limités, on le verra tout à l'heure. Il y a eu malheureusement un constat majeur sur lequel plusieurs intervenants sont déjà sont passés tout à l'heure, la persistance de la fracture numérique. Et puis, bien évidemment, des contraintes ou des défis qui restent et qui sont liés notamment à l'articulation entre le culturel et le numérique. Mais aussi, comme c'est revenu plusieurs fois, il y a une forte vulnérabilité des cultures africaines par rapport aux géants du numérique. Donc, ce défi, tel que cela a été souligné plusieurs fois et relevé, est présent, même très présent en ce qui concerne les États africains. Alors, ce que nous avons particulièrement remarqué, c'est que tous les indicateurs d'évaluation affichent vert, sauf 2 points importants ici, qui apparaissent en rouge, sur lesquels je vais revenir un peu plus longuement. La production des rapports périodiques, on a du mal à expliquer pourquoi certains pays n'ont pas pu suivre, mais aussi, et malheureusement, compte tenu, les explications peut-être on va essayer tout à l'heure, mais le constat est que les statistiques relatives aux biens et services culturels sont quasi absents dans certains pays. Et j'aimerais insister sur 2 pays, notamment le Mali et le Bénin. Le cas du Bénin étonne un peu. Ça, c'était ma surprise parce que le Bénin, comparé au Mali, ne connaît pas de problème politique, d'instabilité. Et sur 30 années de stabilité, ça n'a pas produit vraiment un résultat qu'on aurait espéré comme au Sénégal ou au Burkina Faso. Certes, tous les pays d'Afrique en général connaissent une sorte de prédominance du secteur informel qui peut expliquer en partie qu'il n'y ait pas de statistiques, mais qui ne justifie pas vraiment la position du Bénin, que je trouve encore étonnante. C'est avec beaucoup de souffrance que j'ai constaté la chose, parce que moi-même, je suis originaire du Bénin, et je n'espérais pas qu'on tombe sur un genre de résultat concernant le Bénin. Mais j'ai essayé de comprendre, avec les explications qui ont été données par les intervenants sur le rapport tout à l'heure, qu'il peut y avoir un lien évident entre la nature même du problème tel qu'il est posé et la situation, ou du moins le manque de réponse au niveau du Bénin. Et donc, ça m'amène à aborder
la deuxième question, sinon le deuxième aspect, qui est lié à l'adaptation du cadre juridique. Là aussi, les indicateurs affichent vert, sauf sur un point, la prise en compte, sur 2 points, pardon, la prise en compte par les tests du culturel, les tests qui régissent le secteur de la communication et du numérique ne prennent pas en compte le culturel ou ne régissent pas le culturel. Et 2, les accords économiques et commerciaux qui sont signés présentement par la plupart des pays n'inclusent pas ou ne prennent pas particulièrement en compte les biens et services culturels. Alors, ces 2 aspects de la question rejoignent ce qui a été déjà dit, c'est ce que Daniel avait dit tout à l'heure, relayé par Lydia et Octavio, à savoir que effectivement, la problématique telle qu'elle est posée aujourd'hui du numérique avec le culturel est beaucoup plus un enjeu de péril des cultures minoritaires et qu'il faut développer des stratégies de contournement, des réponses assez promptes pour y arriver. L'exemple de ces pays-là le montre très clairement. Ce que je voudrais dire également par rapport à ça, c'est que oui, c'est un constat. Nous l'avons vu dans certains pays, que ce soit au Burkina Faso ou dans les autres pays africains. Le numérique structure déjà le culturel de plusieurs points de vue, tant au niveau de la production, de la diffusion, que de la réalisation. Mais ça ne suit pas vraiment, et c'est important par rapport à ce qui a été dit par Lydia, que les statistiques, on les trouve quelque part et qu'on essaye de rattraper les choses. Si je reviens sur les différents points que j'avais évoqués tout à l'heure, la persistance de la fracture numérique, ce point-là, il convient quand même de remarquer que ces derniers temps, ça a été déjà dit, mais ces derniers temps, l'Afrique a pris un bon départ. Il y a comme un réveil à l'expansion du numérique. Et comme l'Afrique s'éveille au numérique, il y a beaucoup de choses qui sont faites, mais la fracture persiste, notamment au niveau de certaines considérations sur lesquelles je vais revenir rapidement. Le faible taux de pénétration du haut débit, la lenteur de la vitesse de téléchargement, l'analphabétisme des usagers, le manque d'infrastructures et aussi au niveau de la coordination de l'action des intervenants, des entités gouvernementales et de la société civile. Cela manque énormément, notamment pour le cas du Bénin et du Mali. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire suivent un peu, le Burkina Faso aussi, mais le Mali et le Bénin, ça peine un peu à suivre. Alors, voilà ce que je peux dire rapidement pour planter le décor sur l'état des lieux. Probablement que vous aurez des questions à poser en ce qui concerne certains détails par rapport au pays. Si mes collègues qui ont été à la base du rapport d'origine que moi j'ai synthétisé ont des ajouts à faire, le reste de temps que je laisse, parce qu'il me semble que je suis en avance, peut aider à compléter cela. Donc, ça me permet de conclure en disant que le profil culturel des États africains à l'heure du numérique est comparable à un vaste chantier qui sollicite encore des mains exercées, des doigts exercés pour boucher les orifices de la jarre trouée. Merci.
Merci, M. Mecbeau. Je vais utiliser la même approche que Dave. S'il y a quelqu'un qui a une question qu'il ne peut pas garder pour plus tard, vous pouvez la poser tout de suite, ou peut-être un complément. Cosme a ouvert à ses collègues. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaiterait compléter? Ça va? Bon, ben, passons en deuxième partie avec Ivana. Bonjour à tous. C'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui et de vous présenter donc la deuxième partie de notre étude donc, qui présente ou qui s'intéresse aux 35 projets novateurs de coopération culturelle. Voilà, pardon. Donc, notre étude qui présente alors 35 exemples de projets novateurs de coopération culturelle qui se fondent sur l'usage des technologies numériques et qui ont été réalisés ou qui sont encore en cours de réalisation dans un ou plusieurs pays africains en partenariat avec des acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux d'au moins un pays développé. Alors, une première section donc de notre rapport contient des exemples de projets réalisés avec un ou plusieurs des 5 pays couverts par notre étude. Donc, nous avons toutefois jugé utile d'aller au-delà de ces 5 pays et également d'aller voir est-ce qu'il existe d'autres pratiques et d'autres projets innovants donc, qui engagent donc, d'autres pays africains, par exemple de l'Afrique de l'Est, de l'Afrique centrale ou encore de l'Afrique australe, qui pourront justement représenter un exemple d'inspiration pour les 5 pays couverts de l'Afrique de l'Ouest. Alors, la vaste majorité des projets présentés ont impliqué un soutien, par exemple, soit à travers un support financier, technologique ou sous forme d'expertise humaine, de la part d'un pays européen, en particulier donc la France, le Danemark, l'Allemagne, l'Espagne, alors également la Fédération Wallonie-Bruxelles ou encore l'Union européenne agissant dans le cadre de son programme ACP Culture Plus. Des organisations internationales ont aussi soutenu un certain nombre de projets, à savoir bien sûr l'UNESCO à travers le Fonds international pour la diversité culturelle, donc le FIDC, ou encore l'Organisation internationale de la francophonie. Alors, plusieurs étapes ont amené à la réalisation de cette étude et également au répertoire de l'ensemble des projets novateurs de coopération culturelle. Tout d'abord, la recherche documentaire a été effectuée, comme Véronique l'a souligné tout à l'heure, en vue justement de rassembler des informations sur les politiques, les institutions, encore les industries culturelles des 5 pays africains visés, ce qui nous a permis donc de constituer une liste provisoire de projets innovants de coopération internationale faisant donc appel aux technologies numériques. Tout au long des recherches documentaires, on était confrontés à un certain nombre de difficultés, également de défis, car de nombreux sites qu'on est allés consulter ont offert qu'une information très partielle de certains projets ou encore d'initiatives qui nous paraissaient très pertinentes pour notre étude. Également, on a eu de la difficulté à trouver des informations concernant l'impact des projets, de certains projets, et également la difficulté de savoir quel était l'impact à long terme de certains projets, vu qu'ils étaient encore en cours de réalisation. Alors tout de suite, je peux donner un exemple du projet Befaso Creative, développé par Africalia en collaboration avec l'ambassade royale du Danemark au Burkina Faso. Ce projet comprend donc une formation en 3 phases distinctes permettant aux participants d'élaborer un plan d'affaires dans le secteur des industries culturelles et créatives et donc tirer profit des nouvelles technologies. Alors, la première phase de ce projet donc, a eu lieu en automne 2017 et donc d'où la difficulté justement de voir quel est son impact à long terme.
Alors, c'est à ce stade que la réalisation des entrevues avec des experts de la coopération, tant provenant des pays africains que également des pays européens et du Canada, à la fois donc des représentants des gouvernements et également des membres de la société civile, nous ont permis non seulement de pallier aux lacunes donc des sources documentaires et en manque de données disponibles sur certains sites Internet, mais aussi de connaître les impacts et également les résultats donc d'un bon nombre de projets. Et également, cela nous a permis de porter un jugement éclairé sur le secteur culturel des pays visés par notre étude. Alors, juste pour votre information, 188 personnes ont été contactées et 42 une entrevue a été réalisée avec 42 d'entre elles. Alors, il est intéressant aussi de mentionner que certains projets trouvés sur les sites Internet et grâce à nos recherches, nous paraissaient être des bons exemples de coopération culturelle, mais après les entrevues réalisées avec des experts, ces projets se sont avérés finalement sans aucun impact, donc sans vraiment des résultats positifs dans le concret. À titre d'illustration, je peux mentionner quelques projets qui portaient sur la création des plateformes numériques, à savoir des sites de téléchargement de films ou documentaires africains à la demande, dont l'exemple africafilm.tv ou encore Africa en Doc TV, deux projets financés par l'Union européenne dans le cadre donc, de son projet ACP Culture Plus. Alors, ces plateformes ont connu un faible succès en Afrique de l'Ouest, notamment à cause des problèmes d'accès à des services haut débit nécessaires donc, pour télécharger des films et également des documentaires. Les entrevues menées avec des experts africains nous ont révélé également l'existence de certains projets réussis dans le domaine de la coopération culturelle internationale. Ici, je mentionnerai surtout la plateforme numérique Marodi.tv, qui est financée donc, par le Fonds de promotion de l'industrie cinématographique et audiovisuelle, FOPICA du Sénégal, en partenariat avec Orange, qui permet surtout aux internautes sénégalais de voir et de revoir donc, leurs émissions préférées, mais aussi de commenter ces émissions pendant ou encore après leur diffusion. L'un des principaux donc, objectifs de cette plateforme est de produire et de rendre accessible tout type de contenu multimédia, donc sur tous les supports, dont les téléphones intelligents, tablettes et bien sûr télévision. Alors de même, il est à préciser qu'à côté de recherches documentaires, les entrevues nous ont aidés à choisir donc, des bons exemples de coopération culturelle internationale impliquant les 5 pays africains couverts par l'étude ayant des impacts positifs. Alors, les différents types de projets ont été répertoriés, dont ceux concernant la formation en renforcement des compétences et en matière d'utilisation des nouvelles technologies, dans l'exemple du laboratoire de formation pour la création numérique, un projet mis en place par Kertiosan avec le soutien donc, du FIDC de l'UNESCO. Ou encore les projets menant à l'organisation des événements, de rassemblement et de partage des connaissances et des idées en matière, par exemple, de la capacité du numérique à renforcer le développement de l'industrie audiovisuelle dans la partie francophone du continent de l'Afrique de l'Ouest. Et dans ce cas, je peux mentionner donc, le projet d'Ouaga Film Lab, dont les partenaires, donc, comme vous pouvez le lire, sont notamment donc, le ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme du Burkina Faso, l'UNICEF, l'OIF, l'Institut français, l'Institut Goethe de Ouagadougou. Alors plus précisément, il s'agit d'une plateforme d'échange et de rencontres entre des experts et des jeunes talents donc, du continent africain. Alors nos recherches ainsi que les entrevues menées avec les experts nous ont amenés aussi à s'intéresser à d'autres pays africains ayant pris part donc, à des projets particulièrement intéressants. Et donc, nous nous sommes intéressés, comme je l'ai déjà mentionné, à la coopération culturelle donc, entre les pays du Nord et des pays du Maghreb, de l'Afrique de l'Est, de l'Afrique centrale et également de l'Afrique australe. Donc, certains projets qu'on avait également répertoriés portent sur l'organisation des différents festivals permettant d'établir un dialogue entre les pratiques artistiques et les cultures numériques.
Dans ce cas, j'aimerais mentionner l'exemple du projet eFest, qui bénéficie du soutien donc du Fonds international pour la diversité culturelle de l'UNESCO, du Fonds arabe pour l'art et la culture, de l'Institut français et de la ville de Paris. Né en 2007 sur le territoire tunisien, il s'agit d'un festival entièrement dédié aux cultures numériques qui vise à renforcer la production sur place, donc des œuvres numériques transdisciplinaires, également qui vise à offrir des possibilités de formation dans le domaine des cultures numériques et également qui vise à soutenir la diffusion des nouvelles formes d'expression artistique en lien avec les nouvelles technologies. Plus particulièrement dans le domaine du livre, donc dans le domaine de l'édition, je tiens à mentionner le projet ACP Street Libraries, qui est mis en place notamment par Fraunhofer Portugal, en partenariat avec Volunteer Partnerships for West Africa et Youth Crime Watch of Liberia, qui s'avère être un projet innovateur ayant des impacts positifs. Donc, mis en place par les membres de la société civile, il vise la création et la promotion des bibliothèques de rue au Cameroun, au Libéria et au Mozambique. Ses principaux objectifs donc, sont la promotion et la sauvegarde en ligne du passé donc, des pays ACP, mais également de la culture locale de ces pays, surtout en ce qui concerne donc, la littérature, les arts visuels et la musique. Alors, en effet, donc, l'amélioration des bases de données en ligne, la création de nouveaux outils tels que des applications pour les téléphones intelligents, permettant l'accès à des forums de discussion, par exemple, ou des blogs qui promeuvent les activités culturelles des pays ACP, permettent donc aux biens et services culturels nationaux un meilleur accès aux marchés donc locaux, régionaux, mais également internationaux. Parmi les impacts concrets de ce projet, on peut mentionner la création de nouvelles bibliothèques de rue au Cameroun, Ghana, Libéria et Mozambique, et également la mise en place de nouveaux objets numériques protégeant justement les œuvres d'art ou encore les performances artistiques. Alors, ces 35 exemples novateurs donc de coopération culturelle internationale répertoriés dans le cadre de cette étude, mais aussi la difficulté pour certains d'entre eux de mesurer l'impact et d'avoir davantage d'informations sur le résultat à long terme, ont amené l'équipe de recherche, et plus précisément M. Yvan Bernier et également Véronique, à formuler 10 recommandations en vue justement de bonifier les actions de coopération internationale visant à mettre en œuvre la Convention de 2005 dans l'environnement numérique. Alors, je vous remercie. Merci. Avant peut-être de passer aux recommandations, je pense que ça pourrait être intéressant d'aller dans quelques questions sur le rapport lui-même. Donc, j'ouvre la tribune. Est-ce que vous avez des questions à nos collègues? Sinon, j'en ai moi, mais allez-y. Ah, voilà. Micro. Bonjour, ministère de la Culture. Je me posais la question si, en fait, la couverture numérique, l'accès à, dans le fond, comme la couverture numérique, dans le fond, sur le territoire, c'est un problème en soi pour la diffusion, pour faire la culture, pour utiliser le numérique en culture, c'est comme un préalable, là, puis donc, est-ce que c'est réaliste, est-ce qu'on s'attaque d'abord aux infrastructures avant de s'attaquer, en fait, avant de s'attaquer, on peut le faire de façon concomitante, là, mais aux productions culturelles, en fait. C'est vrai que, voilà. J'aimerais essayer de répondre à votre question en revenant sur ce que j'ai déjà entendu des grands experts ici présents et qui sont encore là, peut-être qu'ils pourront compléter. Ce que j'ai compris, que ce soit depuis le début de la recherche par rapport au numérique et la culture, pour le cas spécifique de l'Afrique, on peut être porté à dire que vu que la culture africaine a un sport oral, avant d'être écrit, le problème peut d'emblée se poser différemment
de l'Occident et par rapport à l'Afrique. Mais ce dont je me suis rendu compte, c'est que autant le numérique est devenu comme une structure structurante. Lorsqu'on prend le cinéma tel qu'il est produit au départ, en prenant l'exemple du Nigeria, le Nollywood, au départ, on était parti des vidéos. Et puis, il y a eu un développement tellement rapide que les productions cinématographiques aujourd'hui au Nigeria rivalisent de qualité par rapport à ce qui est fait dans des pays occidentaux. Ce qui veut dire quoi? Qu'il s'est développé, entre-temps, des compétences, qu'il s'est développé beaucoup de choses. Et je ne sais vraiment pas comment, mais toujours est-il qu'il s'est développé des compétences et qui ont apporté une certaine amélioration par rapport à la façon de réaliser. Donc, ce n'était plus ce qu'on connaissait avant sur des supports vidéo, des DVD, mais aujourd'hui, c'est de véritables films qui sont produits en des quantités importantes et surtout, ça génère une économie en proportion par rapport à ce qui se faisait avant, très importante, près de 25% pour ce qui concerne le Nigeria. C'est important. Ce n'était pas le cas avant. Mais s'ils étaient restés à la culture traditionnelle de la production cinématographique, on n'aurait pas ce résultat-là. Donc, il y a eu une évolution. Donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Merci. Ivana, veux-tu réagir? Oui, merci beaucoup, Cosme, et merci également pour votre commentaire. En fait, je veux juste ajouter, puis c'est un peu ça ce que notre étude finalement a montré, c'est que donc l'adaptation au numérique, puis également l'évolution du numérique dans les pays du continent africain ne se fait pas en même rythme, également de la même façon que dans d'autres pays, donc par exemple pays européens, pays de l'Amérique du Nord. Et par exemple, on voit, et c'est ce que le rapport a montré, aujourd'hui, la population, par exemple dans les 5 pays couverts par l'étude, ont encore de la difficulté d'avoir un accès à haut débit, par exemple d'Internet, pour pouvoir justement télécharger des émissions, encore des films de certaines plateformes numériques, ce qui justement les décourage finalement d'utiliser ces sites. Et également, si on regarde aujourd'hui la population, les sociétés en Afrique, ils vont surtout utiliser leur téléphone cellulaire comme si on veut le moyen donc pour aller lire donc les livres ou regarder des films. Donc c'est très important justement d'adapter finalement et de leur octroyer la possibilité donc de télécharger des films ou les biens et services culturels donc pour leur adapter justement à l'utilisation des différents outils comme par exemple les téléphones cellulaires et pas forcément la télévision ou les tablettes qui vont être beaucoup plus utilisées dans d'autres pays ou d'autres sociétés. Merci. D'autres questions? En fait, moi, je voudrais savoir sur le processus de recherche et de documentation que vous avez fait. Est-ce que vous avez, parce que là, je vois que ça concerne la coopération internationale, mais est-ce que quand vous avez examiné ces exemples, ces scénarios, ces sites, ces plateformes, qui sont derrière? Comment est le financement? Parce que là, je comprenais beaucoup que vous avez vraiment regardé la coopération. Donc, d'une instance gouvernementale publique à une autre instance publique ou à une ONG éventuellement. Mais est-ce que vous avez vu de la documentation sur l'appartenance financière, sur l'argent qui circule dans ce secteur-là? Parce qu'en fait, on voit les télécommunications comme une clé pour que le haut débit arrive, etc., etc. Mais les télécommunications sont détenues, sont de propriété de qui? Et les plateformes sont propriété de qui? Est-ce que vous avez pu regarder ce genre de choses-là? Oui, merci pour votre question. En fait, malheureusement, je pense que ça représente justement l'un des grands défis qu'on a rencontrés lors de la réalisation de notre étude. Oui, on a essayé de chercher, on a essayé d'avoir des informations, mais je vous dirais que les projets qu'on a trouvés
par le biais donc, de nos recherches sur les sites Internet ou des journaux électroniques, des articles de presse. Ça se limitait pas mal juste à annoncer c'est qui les partenaires, bon, est-ce que c'est du domaine public, est-ce que c'est du domaine gouvernemental, des membres de la société civile, mais tout ce qui est, vous voyez, derrière, donc les détails au niveau de financement et autres informations, malheureusement, on n'a pas eu l'accès. Pour certains projets, on a eu la chance de parler avec certains experts, donc africains, par exemple des représentants des ministères de la Culture ou des ministères des Télécommunications, qui ont pu nous donner quelques détails, mais ça n'a pas allé très loin en fait. Donc on est un peu resté à notre appétit, si vous voulez, sur ces informations-là. Si je peux ajouter une chose, est-ce que vous avez vu l'équivalent d'un Netflix africain? Parce que ce que vous avez présenté, c'est des organisations publiques. Africa.ca, non? Non, je ne pense pas qu'on peut les comparer comme un modèle Netflix. Dans le sens d'une entreprise privée. Oui, absolument. Par exemple, Africa TV, ça c'est par exemple une entreprise qui a été fondée par un particulier, qui a été financée donc par des partenaires également publics et privés. On voit par exemple des différents films d'origine des pays de l'Afrique de l'Ouest, également des pays d'autres pays africains. Mais encore une fois, le problème c'est l'accès. Donc, il y a une très petite visibilité de ce site et également, comme j'ai également mentionné, le problème d'accès à des services à haut débit pour Internet qui empêchent donc les gens d'utiliser, de télécharger donc, ce site-là. Donc, finalement, il tombe un peu dans l'oubli avec le temps. Donc, il est créé. Il va y avoir, comme on dit, une période que les gens vont visiter, mais avec le temps, ça va s'estomper parce qu'il ne permet pas aux gens, finalement, de consommer, si on veut, ces biens et ces services qui sont. Non, je pense que... Donc, je vais, à moins que vous ayez d'autres questions, on les fera après que les recommandations soient présentées par Véronique Guévremont et M. Bernier. Vous êtes invités à monter. Merci. Peut-être un petit mot d'introduction avant de céder la parole au professeur Bernier. En fait, on s'est réparti les recommandations. Alors, on se passera le micro. Nous n'allons pas toutes les couvrir. Je crois qu'il y a 7 recommandations là, sur lesquelles on va vous donner un peu plus de détails. Évidemment, dans les cahiers, vous avez accès aux 10 recommandations. Mais je vais réagir un peu à ce qui vient d'être dit. Ivana disait on n'a pas toujours eu beaucoup d'informations et on a appris aussi. Hein, pour nous, c'était quand même un terrain nouveau. Et je pense qu'on a appris on n'a peut-être pas identifié les interlocuteurs les plus appropriés. Et nous sommes dans le secteur de la culture, nous sommes familiers avec nos ministères de la culture, leurs grandes compétences, des équipes qui travaillent sur différents secteurs de la culture. Et en fait, un de nos interlocuteurs privilégiés, anticipés, devait être les ministères de la culture. Et en fait, on s'est rendu compte que, en tout cas dans les pays avec lesquels on travaillait, on ne retrouvait pas le même niveau d'expertise et les mêmes centres d'intérêt. C'est-à-dire que les ministères de la Culture, les gens qu'on a interrogés étaient plus intéressés, avaient des connaissances plus approfondies sur tout le volet patrimoine. Et lorsqu'on touchait aux industries culturelles et encore plus lorsqu'on abordait la question du numérique, on n'allait pas très loin dans les discussions. Et en fait, ça a pris quand même un peu de temps et on a travaillé avec des budgets limités, des délais serrés. Et je crois qu'il y aurait matière à poursuivre l'étude en allant vers d'autres interlocuteurs, des gens d'industrie, des gens des télécommunications, certains experts. Et on a des recommandations justement en lien avec cela, c'est-à-dire si on veut innover, développer, nourrir la coopération culturelle à l'ère du numérique, peut-être faudra-t-il diversifier nos interlocuteurs. Ça ne veut pas dire de délaisser les gens des ministères de la Culture, mais ça veut dire peut-être impliquer d'autres personnes. Et donc, on s'est rendu compte de cela au fil du temps et peut-être que si on avait compris ça un peu plus tôt, on aurait
eu accès peut-être ou non, on ne sait pas, à plus d'informations, mais c'est une réalité à laquelle on a été confrontés. Je ne sais pas si... Je voudrais juste ajouter que oui, effectivement, on a anticipé en partie quand même, puisque vous avez rectifié la liste des interlocuteurs chemin faisant avec une évaluation, mais pour le cas précis du Bénin, par exemple, on a fait le tour. Le ministère de la Communication d'abord, le directeur des statistiques avec qui on est entré en contact, qui ne comprenait absolument rien à la question, son secrétaire qui me dit « Ah, mais si vous n'avez pas de données, c'est parce que ça n'existe pas. » Bon, ça voulait tout dire. Alors, je me suis tourné vers le ministère de la Communication et des Nouvelles Technologies qui semblait mettre un accent, en tout cas très important, sur tout ce qui touche au numérique et aussi au culturel. Mais en fait, c'était une idée que je me faisais parce que là aussi, il n'y en avait pas. Donc, et la conclusion est fatale. Ça n'existe pas. Donc, il y a dans certains cas qui sont extrêmes, on est obligé de faire avec cette réalité-là qu'aujourd'hui encore en Afrique, il y a des situations comme ça, comme c'est le cas au Bénin. Et comme je disais tout à l'heure, ça peut se justifier dans le contexte, par exemple, du Mali, où il y a le terrorisme qui fait que, bon, on peut comprendre, mais là, il n'y a pas d'explication vraiment. Et je suis peiné de le dire, mais c'est vrai. Juste un petit mot pour compléter. En fait, on a une recommandation là-dessus. Et la recommandation est à l'effet qu'on devrait chercher à élargir notre collaboration, notre coopération à l'extérieur, en prenant en compte les ministères qui travaillent plus spécifiquement sur le numérique, sans délaisser les ministères proprement culturels, mais ce qui se produit dans certains cas, dans certains pays en tout cas, il y a des situations où le ministère de la Culture, le ministère des Télécommunications parlent relativement peu. Et là, il y aurait comme un lien à essayer de susciter ou favoriser, en tout cas en demandant de notre part cette possibilité de travailler avec plus d'un ministère. Juste pour clore là-dessus, d'ailleurs, il y a une personne du ministère de la Culture qu'on a interrogée à un moment donné et on voyait que on n'arrivait pas à toucher à ce à quoi on voulait toucher. Et à la fin, c'est cette personne-là qui nous a dit, écoutez, si la coopération pouvait nous aider à dialoguer avec le ministère des Télécommunications, ce serait déjà vraiment beaucoup. Donc, c'est la preuve que eux-mêmes, peut-être, ont de la difficulté à aller chercher la bonne information et à être impliqués dans les projets qui pourraient avoir un impact là, sur les industries culturelles et le numérique. Voilà. Alors, peut-être qu'on peut passer à nos recommandations. M. Bernier va présenter la première. On a eu quand même un souci dans la formulation de nos recommandations. Deux éléments que je souhaite souligner. Le premier a été d'essayer quand même d'innover. Il y a des recommandations peut-être un peu plus classiques, mais on a voulu aller au-delà des formes traditionnelles de coopération dans le secteur de la culture, notamment parce que nous avons interrogé des experts de la coopération qui nous ont clairement dit que certaines formes traditionnelles ne fonctionnent plus, qu'eux-mêmes n'y croient plus, que les bénéficiaires de la coopération, les pays africains, ne croient plus non plus. On peut donner l'exemple, on nous a dit clairement, ça suffit, là, les missions d'experts de pays du Nord qui débarquent dans les pays africains le temps d'une semaine pour former différentes personnes et qui repartent. On nous a clairement dit, arrêtez de penser, il ne faut pas plus penser la coopération dans ces termes. Donc, on a eu d'excellentes entrevues, je tiens à le dire, là, vraiment des gens avec une longue expérience de terrain qui nous ont clairement ouvert les yeux sur certaines réalités. Et l'autre élément dont il fallait tenir compte est que
il n'y a pas beaucoup d'argent d'investi dans la coopération culturelle. Et plusieurs personnes nous ont dit, bien, la culture, c'est vraiment le parent pauvre de la coopération internationale. On investit dans toutes sortes de programmes, éducation, l'accès à l'eau, les soins de santé, et souvent, il n'y a que des miettes d'investir en culture. Et ça aussi, on s'est dit comment penser différentes formes de coopération qui seraient abordables d'une certaine façon, avec des budgets limités, qui pourraient tout de même donner lieu à des changements, des améliorations. Alors, je passe la parole à professeur Bernier pour la première recommandation. Avant de commencer sur la première recommandation, je vais quand même rajouter quelque chose. Dans les choses qui nous intéressent, qu'on a entendues, c'était vraiment parfois déroutant. On s'est demandé à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'était des gens d'expérience, vraiment. Et sur place même, dans bien des cas, depuis plusieurs années. Donc, qui ne manquaient pas de connaissances, qui étaient au courant de ce qui se passait, mais qui avaient comme ce sentiment que finalement, ça ne changeait pas grand-chose, la coopération. Alors, ce qu'on a essayé de faire, nous, c'est essayer de trouver pas de nouvelles façons, mais des points sur lesquels nous ancrer, peut-être pour aller vers une nouvelle forme de coopération. Une des choses qui est venue à l'esprit, c'était de travailler avec les gens sur place et non pas essayer de développer nous-mêmes ici des idées, des plans, des solutions. Et que dans pratiquement tous les cas, si possible, travailler avec les gens qui étaient là, les impliquer dans notre propre démarche pour essayer d'aller vers ce qui les intéressait et ce qui les préoccupait véritablement. Donc, ça a été, disons, un élément qui a été assez important dans notre démarche. Bon, alors j'arrive à la première recommandation. Je suis chanceux parce que la première se porte sur les statistiques. Alors, j'ai eu le droit à 2 présentations qui ont pratiquement fait le point sur la question, celle de Lydia. Et ensuite, l'autre sur voyons, c'était Ottavio. Donc, avec toutes ces choses-là, je pense qu'on comprend mieux ce qui se passe, mais il reste qu'il y a des choses qui nous ont frappés un peu. Ce que Dominique Jutras disait tout à l'heure, c'est quelque chose qui nous s'est apparu, en tout cas, devoir être pris en considération. Je vais simplement citer ce qu'il disait. Il faudrait documenter les différents modèles d'affaires des industries culturelles qui opèrent en Afrique afin de bien saisir la contribution des différents maillons de la chaîne des valeurs, en particulier dans l'environnement numérique. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut essayer de faire. Mais en même temps, il faut réaliser que ce n'est pas facile d'arriver à ça. Et que ça suppose, je pense, une présence sur place encore là, pour pouvoir documenter graduellement, essayer de construire un modèle type, quelque chose qui pourrait nous dire quelles sont les questions qu'il faudrait poser, à qui il faudrait poser ces questions-là, etc. Et l'autre hypothèse qui nous est venue à l'esprit, c'est que ça ne pouvait pas se faire sur une base générale de plusieurs pays. Il faudrait probablement essayer de procéder avec 1 ou 2 ou 3 pays, puis essayer de voir le plus clair possible à l'aide des gens impliqués dans ces pays-là, essayer de comprendre la réalité, puis voir de quelle façon, sur le plan statistique, on pourrait construire une façon d'aller chercher l'information qui soit utile et pertinente. Alors, voilà, c'est donc une des choses qui nous est venue. Oui, on passe à la deuxième. Alors, la recommandation numéro 2, elle ne vous surprendra peut-être pas, compte tenu
de ce que l'on a dit précédemment sur les enjeux là, relatifs à la mise en œuvre de la Convention dans l'environnement numérique et des négociations commerciales. Donc, elle porte sur les accords de commerce et d'investissement. Et elle vise, c'est écrit ici à l'écran, à préserver la capacité d'intervention en faveur de la diversité des expressions culturelles des États africains lorsqu'ils négocient des accords de commerce et d'investissement. Alors, c'est quelque chose de difficile pour tous les États. D'élaborer les bonnes clauses, de prendre les bons engagements permettant de préserver leur pouvoir d'intervention en faveur de la culture. Et ça l'est encore plus pour les pays en développement. Pays en développement qui sont extrêmement vulnérables lorsqu'ils négocient des accords de commerce, d'autant plus qu'on est dans une période où on ne croit plus tellement au multilatéralisme et beaucoup de choses se font sur une base bilatérale. Or, quand on est un pays en développement, très souvent, dans le contexte d'une négociation commerciale, bien, un grand nombre d'accords impliquent un pays riche du Nord, un pays développé, un pays de l'OCDE et un pays en développement. Et dans le cadre d'études, d'ailleurs, réalisées pour l'UNESCO, il y a quelques années, on avait bien vu que les accords auxquels les pays africains participent ne contiennent à peu près pas de clauses culturelles. Et à notre grande surprise, cela incluait des accords négociés par l'Union européenne, alors que l'Union européenne, dans la plupart des cas, incorpore dans ses accords des exemptions portant sur la culture, plus spécifiquement sur l'audiovisuel. Tout d'un coup, quand on regardait les accords négociés avec les pays africains, il n'y avait plus rien sur la culture, peut-être parce que là, l'Union européenne a des intérêts plus marqués en matière d'exportation et sont moins forcés à être sur la défensive que lorsqu'ils négocient avec d'autres pays. Alors, ils nous appellent... Pardon? Oui, c'est ça, exactement. Donc, il nous apparaît important d'élaborer, d'aller de l'avant, d'aider l'ensemble des pays en développement, mais en particulier dans le contexte de cette étude, nous pensions aux pays africains. Et nous jugeons qu'un compendium des clauses culturelles dans les accords de commerce et d'investissement pourrait être un bon outil pour aider les négociateurs commerciaux. L'idée, ce serait d'avoir quelque chose de pratique, un document, vraiment une sorte de mode d'emploi de la négociation d'accords de commerce où, dans ce document, on aborderait section par section, ce qui correspond normalement à un chapitre. La structure des accords de commerce est très classique. Et pour chacun des chapitres qu'on retrouve normalement dans les accords de commerce, on pourrait dire, bien, voici le danger ou le risque de prendre des engagements illimités au titre de ces chapitres. Et si on veut préserver notre pouvoir d'intervention en culture, voici des modèles de clauses qu'on pourrait incorporer. Et en fonction des besoins aussi des États, il y a des États qui veulent quand même un tout petit peu libéraliser parfois. La solution la plus simple, la plus sûre, c'est bien entendu d'incorporer une exception culturelle, exclure complètement les industries culturelles d'un accord de commerce, mais certains ne sont pas prêts à cela. Certains veulent quand même, d'une certaine façon, tirer profit aussi d'un contexte d'intégration des économies. Alors, quelles sont les solutions? Comment modeler nos engagements? Comment incorporer des références à la Convention de 2005? Donc, ce sont des informations que l'on a entre les mains, notamment les universitaires qui avons fait des recherches sur ces questions depuis des années. Mais entre le travail d'universitaire et même les rapports qu'on essaie de faire avec l'UNESCO pour vulgariser, il y a encore un pas à franchir pour vulgariser, pour rendre l'information très, très accessible. Et on pense qu'un document simple, relativement court, pourrait tout à fait être utile. Un document qui pourrait, dans le fond, n'être qu'une première étape. Parce que peut-être que dans un deuxième temps, on pourrait instaurer une sorte de veille pour voir où se déroulent des négociations particulièrement cruciales et y aller de formation même à offrir. Et c'est un peu un complément. Il y a quelque chose qui se développe avec l'UNESCO sur les clauses de traitement préférentiel, donc mise en œuvre de l'article 16. Mais ça, c'est encore plus général. On ne parle pas seulement de clauses de traitement préférentiel, mais vraiment de tout ce qui peut interpeller le secteur culturel dans l'ensemble des négociations commerciales. Alors, il s'agit de notre recommandation numéro 2, d'élaborer un tel guide de négociation. Pour compléter ce que vient de dire Véronique, je voudrais souligner que l'Observatoire européen de l'audiovisuel du Conseil de l'Europe a écrit ceci dans son rapport annuel, son
annuaire 2017-2018, donc on est vraiment dans le temps présent. L'industrie audiovisuelle restant dominée par les productions américaines, le besoin d'outils et de solutions de promotion est vital pour la viabilité de l'industrie audiovisuelle européenne, telles que les aides publiques, les incitations fiscales, les quotas et les obligations d'investissement. Ça veut dire qu'essentiellement, que maintenant, si l'Observatoire européen de l'audiovisuel est capable et dit ce qui est écrit, ce que je viens de lire, ça veut dire qu'il y a vraiment un problème et que c'est, je pense, avec une approche peut-être comme celle qu'on vient de proposer, qu'on pourrait peut-être faciliter des réponses concrètes. Oui. Alors, on arrive aux accords de coproduction. Oui, oui. Recommandation 3, accord de coproduction. Ça, c'est quelque chose sur lequel on s'est arrêté puis on a discuté beaucoup. Le constat qu'on a fait, parce qu'on s'est, à travers toutes les recherches qui ont été produites, c'est que d'une part, il y a quand même un nombre important d'accords de coproduction qui ont été signés dans le monde entre les pays développés et les pays en développement. L'Union européenne seulement, je pense, la France seulement. C'est quelque chose comme 64 accords de coproduction, à peu près. Mais lorsqu'on regarde dans ces accords de coproduction, ceux qui sont signés avec des pays en développement, il y a une chute assez brutale. On descend plutôt dans les 30 ou 28 accords de coproduction qui sont entre la France et les pays en développement. Et là, lorsqu'on se pose la question subséquente, combien ont donné lieu à des films, là, la chute est encore brutale et il n'en reste plus beaucoup à la fin. Ce qui donne à penser que les accords de production, ça n'a pas été une panacée, ça n'a pas été quelque chose qui a été si utile que ce qu'on pourrait le penser, en tout cas, autant qu'on peut le penser, en ce qui concerne les pays en développement. Donc, à partir de là, on s'est demandé qu'est-ce qu'on doit faire. On a toujours les mêmes documents, nous ont amené à comprendre que certains pays européens, pays du Nord, je pense la Norvège, la Suède, ont des accords avec des pays en développement sur la coproduction, mais ce ne sont pas, à proprement parler, des accords de coproduction. C'est des ententes entre des pays en vertu desquelles le pays en question, que ce soit la Norvège avec un autre pays, accepte de subventionner des productions avec des pays en développement dans certains domaines. Alors, ça nous est apparu comme peut-être une voie qui pourrait permettre de bonifier, ouvrir des options ou des façons autres d'agir avec les pays en développement en ce qui concerne les accords de coproduction. Ensuite de ça, il faut aussi je pense que il faut essayer de voir comment les pays développés se comportent quand ils agissent avec des pays en développement dans des accords de coproduction. Un certain nombre d'accords de production, on a regardé des textes, des accords, et lorsqu'on lisait cela, on constatait que les bénéfices pour les pays en développement étaient à la périphérie de la production. Les choses qui étaient plus techniques, plus faciles pour les pays en développement, évidemment, étaient celles qui étaient favorisées et pour lesquelles éventuellement des sommes d'argent pouvaient être octroyées. Mais en gros, l'accord demeurait favorable aux pays développés. Donc, ce qui nous semble essentiel à ce stade-ci, si on veut aller plus loin,
c'est de mieux documenter ce qui se passe dans ces accords de coproduction, aller plus à fond dans leur fonctionnement et voir si c'est une mesure qui est encore à sa place. Mais on en parle, puis je pense qu'il y a lieu d'en parler parce qu'elle est mentionnée dans la Convention sur la diversité des expressions culturelles. Et c'est pour ça qu'on en a fait une recommandation. On ne voulait pas laisser la question en suspens, on voulait aller plus loin là-dessus. Alors, les deux autres les recommandations 4 et 5, je voudrais les traiter ensemble assez rapidement et les commenter. Parce qu'elles font partie d'une catégorie de recommandations qui permettrait, si elles sont mises en œuvre, également de répondre à l'engagement du Québec, du Canada, au titre de l'article 16 sur le traitement préférentiel. Donc, c'est un des articles les plus contraignants d'ailleurs de la Convention, l'article 16, qui demande aux pays développés d'accorder un traitement préférentiel aux biens et services culturels des pays en développement et également de faciliter l'accès à leur territoire aux artistes et aux professionnels de la culture. Et ce dont les rapports périodiques rendent compte, c'est qu'il y a place à l'amélioration encore sur la mise en œuvre de cet engagement. Et il faut nourrir aussi la réflexion des États, leur donner des idées, parce que le traitement préférentiel, ça peut prendre vraiment différentes formes. On pense souvent traitement préférentiel par des clauses incorporées dans les accords de commerce pour faire entrer plus facilement les biens et services culturels. C'est une façon, mais parmi de nombreuses autres façons de répondre à l'engagement. Donc, les recommandations 4 et 5 donnent des idées de mise en œuvre. La numéro 4 porte sur la mobilité et le renforcement des capacités. Et très brièvement, on le sait, là, dans tous les pays du Nord ont de multiples événements culturels au cours desquels et pour lesquels on fait venir, il y a des fonds qui sont déployés pour faire venir des artistes des pays du Sud. Et en particulier, il y a beaucoup d'événements consacrés à la culture africaine, ici au Québec, au Canada, dans les pays européens. Mais on s'est dit qu'il faut aller plus loin que simplement faire venir ces artistes pour qu'ils offrent une performance et ensuite on se quitte. Pourquoi ne pas profiter de leur présence pour également mener des activités de renforcement des capacités? Offrir des formations en lien avec l'usage des technologies numériques dans leur domaine de création, de production culturelle. Ça se fait déjà, mais on constate que ce n'est pas tellement répandu, mais il y a bien des bonnes pratiques de ce type qui ont été répertoriées. Et entre autres, la SODEC a un atelier qui s'appelle l'Atelier Grand Nord, qui est un projet assez inspirant, c'est-à-dire que la SODEC invite une fois par année des différents professionnels du secteur du cinéma afin de travailler sur des séances d'écriture de scénarios, à la production de films. Et donc, et notamment dans le dernier atelier, il y a eu une formation en lien avec l'usage des technologies numériques. Mais quand on regarde qui a bénéficié de ce voyage et de cette formation, ce sont des pays de la francophonie, mais essentiellement des Suisses, des Belges, des Français. Et ce n'est pas à chaque année qu'on fait venir une personne, c'est arrivé, là, mais les pays en développement n'en sont pas nécessairement bénéficiaires, alors que c'est un excellent programme. Alors, pourquoi ne pas développer cette habitude que dans ce type de programme ou dans les fonds que l'on déploie pour faire venir des artistes de partout dans le monde, on cible les artistes, les professionnels de la culture des pays en développement et on profite de leur présence, de notre expertise ici au Québec et au Canada, de notre expertise notamment en lien avec le numérique pour offrir des formations et renforcer les capacités. Peut-être qu'il y aurait moyen de rendre cette pratique beaucoup plus systématique. Et la recommandation numéro 5 a aussi un lien avec le traitement préférentiel. On n'a pas eu le temps de l'approfondir. Moi, j'aurais voulu même créer une sorte de projet pilote, mais on a manqué de temps. Mais peut-être qu'on pourra le faire dans l'avenir. C'était de voir à la possibilité que des ententes soient conclues entre des diffuseurs qui ont des plateformes numériques de pays du Nord et soit des plateformes numériques de pays du Sud ou encore des producteurs ou distributeurs de contenu audiovisuel ou de musique des pays du Sud. Le but étant de réserver un espace de diffusion aux expressions culturelles africaines sur nos plateformes ici qui sont utilisées.
Le but étant de bonifier la diversité des expressions culturelles à laquelle les personnes qui utilisent les différentes plateformes ont accès. Il existe un exemple, il n'est pas des plus pertinents, mais il montre ce qu'on pourrait faire, c'est la plateforme de TV5. C'est sûr que TV5, c'est une chaîne de télévision francophone internationale, donc il est assez naturel de retrouver un onglet Afrique avec tous les contenus audiovisuels africains. Mais pourquoi ne pas étendre cette pratique à d'autres types de plateformes, en commençant peut-être par des partenariats entre radiodiffuseurs publics et éventuellement créer des incitatifs pour que les plateformes privées qui se développent un peu partout, et elles se multiplient, les plateformes là, de diffusion de contenus audiovisuels et musicaux. Pourquoi ne pas créer des incitatifs pour que nos plateformes ici qui se développent créent aussi cet espace pour les expressions culturelles des pays en développement? Et on sait qu'évidemment, au-delà de cela, ce n'est pas tout d'avoir la plateforme, ce n'est pas tout d'avoir les contenus dans les catalogues. Il va falloir travailler à l'élaboration de mesures sur la découvrabilité pour que ces contenus ne restent pas cachés au fond de milliers, sinon millions de titres, mais qui puissent être proposés aussi aux utilisateurs des plateformes. Jusqu'à maintenant, la plupart de nos recommandations s'adressaient au gouvernement québécois, au ministère de la Culture. Mais à l'occasion, on essaie de faire intervenir d'autres personnes ou d'autres groupes. Et donc, je vais vous parler de la recommandation 7. Je vais parler de la recommandation 6 sur le secteur de télécommunications, mais on en a parlé tout à l'heure. C'était essentiellement la coopération culturelle avec les pays africains dans le secteur des télécommunications, parce que les contacts se faisaient seulement avec la culture auparavant. Donc, on a parlé de cette question-là. À 7, c'est une recommandation qui est un peu osée, si je peux dire. Il s'agit de stimuler la réflexion dans les enceintes de l'UNESCO. Donc là, voilà, destinataire de là. Sur la création d'une contribution obligatoire des fournisseurs d'accès Internet au Fonds international pour la diversité culturelle en vue d'offrir un soutien accru à la création culturelle. Pourquoi on a décidé d'aller de l'avant avec quelque chose? C'est en discutant avec les personnes qui avaient été sur place, puis avec qui on a parlé longtemps. C'était des longues discussions avec eux. Puis, à un moment donné, dans la discussion, il y a eu cette idée qui est venue sur le tapis, que les pays africains connaissaient la technologie, étaient capables de travailler avec les technologies, mais essentiellement, c'était la technologie du cellulaire, on l'a dit tout à l'heure. Et donc, il me semblait qu'il y avait là quelque chose, un débalancement, quelque chose qui... les pays européens, lorsqu'il s'agit de faire affaire avec les plateformes en ligne et toutes ces choses-là, sont prêts à aller de l'avant et exiger des contributions, puis leur faire payer quelque chose. Mais les pays africains, c'est comme s'il n'y avait aucune prise. La seule prise qu'on pouvait trouver, c'était les cellulaires. Donc, c'est les fournisseurs d'accès à Internet cellulaire. Pourquoi pas eux autres aussi? Ne pourraient-ils pas être impliqués? Alors, pour ça, j'ai pensé aussi qu'il faudrait impliquer la société civile pour qu'elle prenne contact et cherche à voir s'il y a quelque chose à faire sur ça. Comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire. Mais éventuellement, on peut lancer une idée, on peut chercher à l'examiner, à la faire progresser. Puis s'il y a lieu, bien, éventuellement, ça peut donner des résultats. Donc, c'était le petit côté osé. Hein. Voilà. On s'arrête ici. Les autres recommandations, on ne prendra pas le temps de les commenter, mais évidemment, si vous avez des questions, on sera heureux d'y répondre. Merci. Oui, voilà. Donc, vos questions, s'il vous plaît. Des réactions? Oui. Bon. Didier, veux-tu réagir? En fait, moi, je vais réagir sur certaines choses. C'est clair que
le rôle des télécommunications en Afrique est très important. Il existe, les téléphonies existent. Donc, l'entreprise privée est très présente en Afrique. Mais ici, ce qui s'est passé, si on voit en Occident, ce qui s'est passé, c'est que les produits culturels ont servi de produits d'appel pour nous inciter à nous abonner à iTunes, à nous abonner à toutes sortes de technologies qui sont là. Les produits culturels ont été vraiment au cœur du développement de ces outils, ces technologies, ces bidules que vous avez, tablettes, etc., viennent tous de l'usage des produits culturels comme un produit d'appel par des entreprises privées de télécommunications ou de technologie, de haute technologie. Mais en Afrique, le phénomène ne peut pas se passer de la même façon. Il n'y a pas là un marché suffisamment capable d'acheter de la technologie. Là, ce qu'on veut faire circuler, c'est du contenu. Donc, on inverse un peu, c'est un peu paradoxal ce que je suis en train de dire, mais on inverse un peu la situation. Surtout dans une situation où les produits culturels, on veut les forcer à rentrer dedans, alors qu'ici, les produits culturels ont été utilisés pour nous vendre une technologie. En tout cas, c'est un élément de réflexion à vous entendre qui vient de me passer à la tête. Et une petite chose que je veux dire, parce que Daniel et Lydia veulent réagir, Octavio probablement, mais je veux bien souligner à vous tous, vous avez écouté la présentation de Lydia sur la question des produits culturels et sur la disponibilité de statistiques. Et Lydia a bien présenté, il y a les produits donc, qui se traduisent en biens et en services. Et les services, on n'a plus de données sur les services. On en a moins, même au niveau international. Donc, sachant que toute l'économie se transforme et passe vers les services, on réalise qu'il y a moins d'informations sur les services. Les agences statistiques internationales ont de la difficulté à collecter de l'information statistique de qualité sur les services. C'est quand même assez incroyable parce que toute l'économie s'en va vers là. Il y a une problématique là qui mérite d'être soulignée à grands traits parce qu'on parle tout le temps des produits culturels, mais on oublie la composition des produits culturels qui sont des biens et des services. Voilà, et je passe la parole à Daniel. Bon, je suis très impressionnée par toute cette étude, toutes les réflexions, les études de cas, les recommandations. Je trouve ça fantastique et félicitations à toute l'équipe, à tout le monde. Et c'est juste une petite question, une question pour vous. Si vous pouvez m'envoyer le dossier électronique et qu'on peut le transformer dans un document d'information pour le comité en décembre. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'il y a beaucoup d'informations, beaucoup de réflexions qui vont nourrir le débat en décembre dans le cadre du comité intergouvernemental sur l'avenir de la mise en œuvre des directives opérationnelles sur le numérique. On est en train de finaliser un feuille de route, un plan d'action pour la mise en œuvre de ces directives et je crois que cette étude, c'est un excellent outil pour informer les membres du comité comment mettre en œuvre la convention dans le futur. Alors, c'était juste une petite question, si vous pouvez m'envoyer. Et comme ça, on peut le faire traduire aussi en anglais. Et comme ça, on peut le distribuer en anglais et en français pour le comité en décembre. Merci et félicitations. Alors, merci beaucoup, Daniel, pour ton commentaire. Merci pour ton invitation. Avec grand plaisir qu'on va te transmettre le fichier. L'étude sera mise en ligne, d'ailleurs, je l'annonce, là, sera disponible sur le site Internet de la chaire UNESCO, sans doute à compter de lundi. Première chose. Deuxième chose, l'étude est déjà traduite en anglais grâce au soutien financier notamment du ministère des Relations internationales et de la francophonie. Et notre traducteur est même dans la salle parce qu'il est pas seulement journaliste, spécialiste en relations internationales et juriste, il est aussi, il traduit des textes. Alors, c'est Maxime qui a traduit. L'étude est aujourd'hui même disponible dans les deux langues et pourra être avec plaisir
diffusé sur le site de l'UNESCO, là, ou distribué aux parties. Non, c'est pas juste de distribuer sur notre site, mais c'est de présenter comme document d'information pour nourrir les débats du comité intergouvernemental. Je crois que ça va donner de visibilité à vos recommandations aux partis qui peut, à la fin, prendre ces recommandations et aller plus en avance. C'est ça que je voudrais dire, que ça prend une action, quoi. Lydia, tu veux intervenir? Oui. Je voudrais également féliciter tous les auteurs de cette étude qui a été très complète. J'étais impressionnée par toutes les études de cas, les exemples positifs. C'est que c'est très important aussi de montrer le dynamisme, je pense, des pays développés, en voie de développement et l'Afrique, au lieu de montrer que des cas négatifs. Aussi, le point important, je trouve, c'est de, comme vous l'avez bien démontré, de séparer le numérique comme véhicule de transmission de contenu culturel. Et là, vous avez bien parlé de l'état des lieux, le problème d'infrastructure et le fait qu'on passe par les mobiles, mais aussi le numérique comme produit culturel, comme outil de production. Une fois, j'ai assisté au Dakar, il y avait de la production en utilisant le multimédia. Donc, il faut bien distinguer les deux, et puis l'un n'empêche pas l'autre. Aussi, pour peut-être prolonger sur la question sur Nollywood, ça a été aussi une volonté politique du gouvernement, parce que ça a toujours été dit que Nollywood était la deuxième plus grosse économie du Nigeria, mais il n'y avait aucune donnée et il n'y avait surtout pas de revenus qui revenaient à l'État ou la plupart des gens. Et il a été une volonté d'essayer de formaliser un peu plus cette production cinématographique qui a beaucoup de succès un peu partout, mais qui était essentiellement dans l'informel. Même si c'était en DVD, tout était passé par la piraterie. Donc il y a une volonté là-dessus. Je voulais plus revenir sur la première recommandation sur les statistiques, évidemment, et essentiellement sur le besoin de renforcement des capacités, justement, humaines. Et je voulais parler, vous avez mentionné brièvement dans vos recommandations l'Institut. Une partie du travail qu'on fait, c'est justement ça, renforcement des capacités. Et pour nous, le Burkina Faso est un bon exemple, parce que c'était l'un des premiers pays qu'on a formés, en 2008 pour la consultation du cadre et après en 2010 pour la formation sur le cadre de l'UNESCO, et aussi mettre en avant l'importance de la coopération, parce que ça a été la coopération entre le ministère de la Culture et l'Institut statistique du Burkina Faso. Et la volonté de deux personnes qui voulaient, après ces deux formations, de produire un annuaire. Et après ça, à partir de 2011, ils ont produit un annuaire. Et le problème à chaque fois qu'on rencontre, comme on appelle ça, c'est le fait que les gens s'en vont. À chaque fois, on forme quelqu'un, si on revient 5 ans après, la personne est partie. Mais là, on a réussi à avoir une continuité. Et comme c'est important, nous, jusqu'à présent, justement, une leçon apprise, on impliquait plus le ministère de la Culture et l'Institut statistique national, mais aussi on a réalisé qu'il faut aussi maintenant impliquer la société civile, les artistes qui travaillent vraiment dans le domaine. Et c'est important, je pense que maintenant, si on a des programmes de formation, il est important de les inclure également. Merci. Oui, Lydia a parfaitement raison. Dans la constitution, le développement d'outils statistiques, la partie société civile, les gens qui ont l'information, c'est la population, c'est vous. Quand les agences statistiques comme la nôtre produisent de l'information, c'est parce que vous voulez bien répondre à nos questions. Donc, c'est important, je crois, et pour avoir de l'information sur le secteur de la culture, il faut que les gens de la culture soient impliqués dans la production de statistiques. Merci. Octavio? Oui, merci pour cette étude formidable que j'ai trouvée hyper intéressante. J'ai trouvé que toutes les informations, les exemples étaient très, très riches et variés. Et même, j'ai pensé en le lisant, à pas mal de similitudes avec la situation de l'Amérique latine en termes d'enjeux. Et j'ai trouvé que l'approche, la méthodologie était aussi très, très pertinente en termes d'aller faire une véritable recherche et aller à l'écoute de ce qui se passe sur le terrain. Car parfois, c'est vrai qu'on a tendance, dans les projets de coopération, à imposer des solutions sans avoir vraiment écouté les acteurs locaux et sans savoir quel était le problème. Non? Et en technologie, c'est le cas très, très souvent. Donc, je pense que ce serait aussi fondamental de garder cette attitude d'écoute dans la mise en œuvre de possibles projets concrets qui se feront dans le futur à partir de cette étude.
Et il me semble que tout ce qui va sortir de cette étude sera fondamental, non seulement pour l'Afrique, mais aussi pour d'autres régions, l'Amérique latine, l'Asie, le Moyen-Orient. Et c'est en quelque sorte, c'est comme une excuse pour le dialogue international, interculturel. Et je pense que ça récupère aussi le rôle du numérique comme une partie de la culture. C'est-à-dire qu'il faut échanger, il faut s'écouter entre les différents peuples, pas imposer des solutions qui ne résolvent rien. Donc, merci beaucoup, c'était vraiment très intéressant. Donc, nous sommes peut-être à la dernière étape, à moins qu'il y ait quelques questions additionnelles suite à tout ce qui vient de se dire, qui est fort riche et intéressant. Est-ce qu'il y a des gens qui souhaiteraient intervenir? Dave? Oui, merci. Alors, moi aussi, je joins ma voix à tous ceux qui ont souligné le travail derrière cet exercice-là. Ça a dû être assez monumental comme masse de documents et démarches pour réaliser tout ça. Moi, je reviens, j'ai toujours été tenace à l'époque dans mes idées et je reviens sur une recommandation que j'aime beaucoup, votre recommandation numéro 2. Alors, naturellement, et je fais le pont avec ce que je disais tout à l'heure, mais il y a de l'enseignement à faire, il y a des travaux à mener pour sensibiliser les partenaires de la Convention aux solutions qui s'offrent à eux en matière de négociation commerciale. Le compendium que vous voulez produire, c'est le type d'exercice, justement, auquel je pensais. Je pense que l'idée aussi, parce qu'il y a des parties à la Convention qui, effectivement, n'ont pas le même type d'intérêt nécessairement que les autres et peuvent être habilités à prendre des engagements, il faut en parler. Il faut faire énormément de pédagogie et pour moi, je reviens à mon article 21 auquel je tiens tant. C'est l'article autour duquel on peut construire cette sensibilisation-là et provoquer ces échanges. Mais il ne faut pas en avoir peur. Il faut être capable de l'assumer tel qu'il a été rédigé. Et il est écrit là-dedans qu'on doit prendre en compte la Convention. Alors voilà, c'est ce qu'il faut faire. Alors, il y a des exercices à faire. Je pense que ça, c'est sur la bonne voie. Et je vous invite à en discuter aussi quand vous aurez l'occasion de parler de l'article 21 à l'UNESCO. Merci. Bien voilà, merci tout le monde. Je vais repasser le micro à Véronique pour la suite de la séance d'aujourd'hui. Je trouve que déjà l'avancée de Daniel face à votre rapport, c'est très bien. Il va être utilisé à beaucoup d'escients. Donc, bonne journée à tous.